Bonjour à tous, ici Olivier. Merci de nous rejoindre dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'accueille une personne que vous connaissez sans doute, une personne qui s'appelle Nicolas Rimbourg. Bonjour Nicolas. Salut Olivier, très content de partager ce temps avec toi. Moi également, ça me fait très plaisir de te revoir dans le cadre de cette interview. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas encore, comme il se doit. J'ai travaillé pendant 10 ans à la Fédération française de basket, où je me suis occupé de la reconversion des joueuses et des joueurs d'équipe de France. J'avais été entraîneur adjoint de l'équipe de France junior garçon, c'était la génération de Tony Parker, Boris Dio. J'y ai managé pendant cette période-là 80 collaborateurs qui eux-mêmes étaient répartis sur le territoire français et les dom-toms. Et ce que je fais maintenant, c'est de mentorer les performeurs sur leur mindset et sur leur leadership pour déployer, scaler et manager leurs équipes. Alors justement, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'aimerais te proposer, c'est la thématique suivante. Donc, comment performer sans entrer en burn-out? Parce que je vois tellement d'entrepreneurs, de solopreneurs, de coachs, de consultants qui veulent performer, qui veulent atteindre des résultats de dingue, mais qui, au passage, pendant le chemin, se crament un petit peu, se brûlent les ailes et n'arrivent pas forcément à leurs objectifs et encore moins à rester en bonne santé. Alors, moi, la première question que j'aimerais te poser par rapport à ça, Nicolas, c'est quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent par rapport aux personnes comme ça, aux coachs, thérapeutes, solopreneurs qui se lancent et qui, en cours de route, commettent un certain nombre d'erreurs par rapport à leurs objectifs. Alors, il y a plusieurs erreurs. La première d'entre elles, à mon avis, c'est de manquer de clarté sur où on veut aller. Quand on est solopreneur, quand on se lance, quand on est entrepreneur également, on a envie d'aller taper à toutes les portes, on a envie de répondre à toutes les sollicitations, on a envie de n'écarter personne parmi nos cibles en se disant que comme ça, on arrivera bien à toucher quelqu'un. Et je sais d'ailleurs que toi, tu es un des meilleurs pour ramener justement les gens à aller vers une centration plus importante sur une typologie de clientèle, un avatar, un produit. Et c'est plein de bon sens en fait, parce que l'idée de vouloir répondre à tout fait qu'on ne répond à rien et qu'on est présent en rien. Un corollaire de ça que j'observe en tant qu'erreur, c'est tout ce qui va justement nous ramener à la procrastination. Le sujet que tu souhaites qu'on évoque dans cette interview, c'est comment ne pas se brûler lorsqu'on veut être dans la performance. Et moi, ce qui m'habite à travers les gens que j'accompagne, c'est ce couplage de la sérénité et de la performance de haut niveau. Et la procrastination est un enjeu majeur parce que si j'ai l'impression de travailler, de déployer, de faire des choses qui partent dans tous les sens sans être suffisamment axé autour de ma vision, sans être suffisamment axé autour des spécificités qui sont les miennes, d'autres appellent ça les zones de génie, mais en tout cas la haute valeur que j'ai apportée, c'est du temps perdu, mais pour autant c'est de la charge attentionnelle que je me donne en plus dans l'instant et ensuite derrière, je vais potentiellement développer de la culpabilité d'avoir mis en place des activités qui correspondent pas à ce que je dois vraiment délivrer et ce qui me refera un second niveau de charge émotionnelle. Donc, de façon très synthétique, je dirais défaut de clarté pour commencer et ensuite procrastination en termes de désorganisation qui nous empêche d'être dans l'efficience. L'efficience, c'est l'efficacité qu'on déploie dans le temps qu'on a à notre disposition. Ok, donc procrastination qui est à la base de cet état-là. Qu'est-ce que le premier petit pas qu'une personne pourrait faire pour éviter justement de procrastiner? C'est se dire, tiens, la tâche que je suis en train de faire là, est-ce qu'elle est directement connotée, corrélée, rattachée à ce que j'ambitionne d'atteindre? Et dès lors qu'on s'aperçoit qu'on en est très éloigné, c'est potentiellement la déléguer, que ce soit auprès de prestataires, que ce soit auprès de certaines personnes. C'est dans certains cas ne pas faire la tâche également. On a souvent été très éduqués à répondre à tout, à être en service client externe, interne maximum. Mais si la tâche en question n'a même pas de valeur ajoutée à mes réels clients, dans certains cas, faudra-t-il que je ne la fasse pas. Et c'est vraiment faire une différence majeure, selon la matrice d'Eisenhower, entre les importances et les urgences. Les importances, c'est ce qui a une valeur stratégique, c'est ce qui va me permettre de développer mon activité, mon chiffre d'affaires, mais surtout le qui permet ça, c'est de servir dans notre client. Et les urgences, c'est tout ce que au quotidien, tout le monde veut nous envoyer, peser sur nos épaules comme chose soi-disant importante, mais surtout corrélée à une exigence dans le temps, une deadline. Et en fait, chacun d'entre nous, face à tout ça, doit se dire où est-ce que je veux aller et ce qui est urgent doit passer derrière ce qui est important. Ce qui nous permet à la fois d'être dans davantage d'anticipation, planification stratégique sur les importances et de traiter
les urgences lorsqu'elles se présentent et à la condition qu'elles soient collées à des importances. Donc ça, c'est vraiment des choses toutes simples, toutes basiques, mais encore une fois, sur lesquelles on a de la conscience à mettre, parce que pour pouvoir ne pas se brûler, tel est l'enjeu de notre échange, c'est mettre de la conscience sur comment on fonctionne, sur comment on réagit aux inputs qui nous viennent de l'extérieur, comment on empêche des distractions extérieures de venir à nous. Une autre clé, c'est comment je peux hacker mon environnement, désactiver les fenêtres pop-up, éteindre le téléphone pendant que je fais quelque chose, m'isoler dans certains endroits, dans certains temps pour ne pas être dérangé. Optimiser également chaque minute de temps qui nous est proposée. Quand on est dans un déplacement, moi je suis beaucoup dans les avions, dans les trains, en temps normal. Et du coup, c'est optimiser chacune de ces minutes-là pour en faire quelque chose. Moi, par exemple, j'ai fait une thèse de doctorat en psychologie du sport sur les liens entre l'individuel et le collectif et le management de tout ça. Et je vais pas dire que j'ai fait ma thèse dans le train, mais pas loin, puisque j'avais 2 fois 1 heure et demie de train chaque jour et je travaillais beaucoup dans ces temps-là. C'est une thèse SNCF. Quasiment, elle aurait pu être sponsorisée pour le coup. Ok, super, super, merci pour ces conseils. Donc du coup, là, la personne à ce stade, elle est en capacité de trouver la tâche qui est nécessaire et utile pour avancer par rapport à son objectif, par rapport à ce qu'elle est en train de réaliser. Elle s'isole, donc elle est en capacité également de ne pas être dérangée par des perturbations extérieures. Qu'est-ce que le mieux pour ces personnes qui arrivent à ce stade-là, combien de tâches est-ce que tu conseillerais d'effectuer par jour en fait, pour avancer sereinement et sans se brûler les ailes? Alors, sans se brûler les ailes, excéder 5 tâches par jour me semble excessif. Mais il va de soi qu'on parle de 5 tâches qui sont à haute valeur ajoutée, qui sont corrélées directement à ce qu'on veut servir auprès de nos clients. 5 tâches, ça me semble excessif. Mais on peut et on doit aussi surtout se donner des blocs-temps. C'est-à-dire que si j'ai 3 à 5 tâches majeures dans la journée, je vais avoir aussi plein d'espace-temps entre les temps que je vais consacrer à ces tâches-là pour faire d'autres choses. C'est mettre de la conscience aussi sur ma chronobiologie. On a des rythmes biologiques qui nous traversent tous, on le sait, mais qui ne nous traversent pas de la même façon. Et c'est se dire, les 3 tâches majeures, 3 à 5 de la journée, je dois les mettre sur les moments où je suis en plus haute énergie qui soit comparativement au reste. Et puis, c'est aussi faire ce que Brendon Burchard propose d'ailleurs, qui est entre différents types de tâches qu'on a à effectuer, de se dire, relâche l'attention et pose l'intention. C'est un outil tout simple, mais entre la tâche majeure numéro 1 que je fais et peut-être des réponses d'email, si je consacre 15 minutes à faire des réponses d'email, je me dis pendant 1 minute, pendant les 30 premières secondes, relâche l'attention, relâche l'attention liée à la tâche précédente et pendant les 30 secondes suivantes, pose l'intention et l'intention du bloc de tâches qui va se présenter. Parce que poser un nombre de tâches et des tâches, c'est important, mais encore une fois, y mettre de l'intention et de la conscience, ça décuple notre efficacité au sein de ces tâches et du coup, ça nous évitera de nous brûler. Non, excellent conseil, excellent conseil. Comment tu fais pour trouver ce moment où tu as le plus haut niveau d'énergie de la journée? Alors en fait, pour moi, il y a un exercice tout simple à faire que tes lecteurs et les gens qui nous regardent peuvent faire. Vous écrivez, vous tracez une ligne sur une feuille, une frise de 24 heures qui commence par exemple de 6 heures du matin à 5h59, 23h59 après. Vous mettez des traits toutes les heures et en fait, vous représentez quel est le moment, quels sont les moments en assurant par exemple où je suis en plus haute énergie sur cette tranche-là. Donc là, ça va te permettre déjà d'avoir un indicateur là-dessus. Et à un autre moment, on fait avec un autre type de code graphique, quels sont les moments où vous êtes en plus basse hauteur énergique sur les journées. Et évidemment, il doit y avoir des trous, il y a des entre-deux, où on est un peu en énergie, où on l'est moyennement. J'avais travaillé avec des directeurs de restaurants McDo qui m'avaient montré qu'ils étaient le plus en basse énergie sur la tranche 6 heures du mat, 10 heures du mat. Et c'était dans un passé professionnel où je les avais devant moi à partir de 8h30 du mat. Donc, je validais que de 8h30 à 10h, c'était difficile pour eux. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est que quasi tous, donc ils étaient au bon endroit dans leur métier parce que c'est très identitaire. À partir de 21h jusqu'à minuit, ils étaient au taquet de leur énergie, ce qui était super pour assurer le service du soir et l'énergie et la cohésion à développer sur le soir. Et donc, tant qu'à faire, c'est trouver un mode d'activité et des temps de travail qui correspondent à ça, simplement en observant comment on fait au quotidien, en faisant du journaling, en notant quand est-ce qu'on s'est senti crevé, quand est-ce qu'on s'est senti bien, pour en tirer les grandes lignes. Ok, top, super. Alors, tu parlais tout à l'heure de la matrice d'Eisenhower. On a une case qui est
les choses qui sont moins urgentes, mais importantes. Pour moi, c'est une case qui est très importante, qui est souvent négligée, en fait. Surtout dans la façon dont on explique cette matrice. J'en parlais dans une vidéo il y a pas longtemps, en fait. Dans cette case, on conseille souvent de prendre soin de soi, en fait, d'utiliser cette case pour faire les choses que généralement on néglige, comme prendre soin de soi. Quels seraient les conseils que tu nous donnerais, en fait, pour plus optimiser cette case là, qui est souvent sous-estimée et puis peut-être prendre plus soin de soi? Pour prendre soin de soi, en fait, il y a d'une part, pour moi, il y a alimentation, il y a sommeil et il y a pensée et émotion. C'est vraiment le triptyque qui peut nous permettre de penser, de prendre soin de soi, mais aussi, parce que comme moi je travaille avec des sportifs de très haut niveau, préparer les batteries pour affronter les plus grands engagements et les plus grands challenges. Donc, alimentation, c'est trouver ce qui en nous va nous correspondre. Il y a quand même des grandes règles qui sont pas d'éviter de manger du sucre blanc et potentiellement du lait de vache. Après, moi, je vais pas être dans des registres de régime alimentaire ou quoi que ce soit, mais c'est surtout trouver, tiens, quand je consomme tel type d'aliment, est-ce que je me sens en énergie ou pas? Et se le faire de façon très individualisée. Ça, sur l'alimentation. Ensuite, le sommeil. Il va de soi que moi, je monitore mon sommeil pour savoir véritablement ce qu'il en est. C'est vraiment travailler sur the one thing et se dire, c'est quoi qui nous permet d'être le plus déclencheur d'énergie en nous. Chez moi, c'est le sommeil sans aucun doute. Et je sais précisément que si je me couche à partir de 22h, 22h30, je vais me réveiller naturellement le lendemain matin avec une énergie incroyable. Donc, c'est trouver nos propres rythmes. Le mien n'est pas nécessairement celui de l'autre. Et puis, ce qu'on ne dit jamais assez, et moi, c'est un de mes leitmotifs, le couplage de nos pensées et de nos émotions, c'est la plus belle ressource qu'on puisse faire. On a tous globalement 80 000 pensées par jour, dont 80% négatives, ce qui fait 64 000. Et plus, encore une fois, au risque de radoter, mais je l'assume vraiment, on met de la conscience sur comment on est en train de penser. Tiens, là, je suis en train de penser ça. Je sais, par exemple, Olivier, que tu accompagnes les gens que tu conseilles sur faire attention aux histoires qu'ils se racontent et la qualité des histoires qu'ils se racontent. Ça rentre dans ce registre-là. Ne pas tomber en mode victime, ni n'essayer d'être sauveteur des gens qu'on accompagne, mais au contraire, être dans une juste assertivité. Et puis, même chose sur nos émotions. Être en observation des émotions qu'on ressent. Pour moi, c'est un des outils de la conscience de soi et de prendre soin de soi. Les émotions, on ne pourra jamais lutter contre. Il ne s'agit pas de se battre contre. Je vois suffisamment de personnes qui sont en colère, des performeurs que j'accompagne, puis une fois qu'ils sont en colère et qu'ils ont être conscience dessus, ils sont en colère d'être en colère, donc ça inflige la double peine. Quand on est en colère, ok, elle est là, je m'en rends compte, j'évite qu'elle ne me gouverne et j'essaye de voir en quoi je peux prendre l'énergie et de la force de la colère parce que c'est une force très puissante chez les entrepreneurs pour la mettre au service de mon projet. Donc j'irai sur ces trois axes-là qui, à mes yeux, à moi en tout cas, sont majeurs et celui des pensées et des émotions, le plus important de tous. Ok, super. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller justement qui te vient comme ça spontanément et qui traiterait de cette thématique? C'est le livre que tu me dis comme ça quand ça me vient, c'est vraiment celui de François Lemay, Tout est parfait. Okay. François Lemay, je suis dans un mastermind avec lui en ce moment et justement le fait de travailler sur la conscience de ce qui se joue et d'y mettre de la vigilance, c'est celui qui me vient quand tu me poses la question. C'est pas forcément celui que je lis le plus, mais voilà. Eh ben, c'est le livre parfait, j'en suis convaincu. Merci beaucoup Nicolas. Où est-ce qu'on peut te trouver sur le web? Vous pouvez me trouver sur ma page Facebook professionnelle Nicolas Rimbaud Mentor. C'est sur celle-ci que vous pouvez me trouver principalement. C'est là que je communique majoritairement tout ce que je fais. Et puis, sinon, vous taperez n'importe où sur Internet, vous me verrez, mais c'est vraiment l'endroit privilégié pour pouvoir le faire. Et ma page LinkedIn, j'ai oublié. Ok, merci beaucoup pour toutes ces pépites, Nicolas. Voilà, mettez un gros like si vous avez apprécié cette vidéo et puis partagez également, abonnez-vous à cette chaîne si elle vous apporte de la valeur. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Merci, Nicolas, et à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.